Bonsoir à tous. Je me suis dit, si on joue un peu de malchance avec Roland Garros ce soir. C'est pour la dernière conférence de l'année scolaire, hein. Donc, on repartira à partir du mois de septembre sur un nouveau cycle de conférences, avec en particulier à partir de la fin de l'année, à partir du mois de novembre, des conférences sur la Seconde Guerre mondiale, puisque nous aurons une grosse exposition sur le quotidien des Héraultais pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, je remercie beaucoup le professeur Peyre je sais pas si on dit Peyre ou Peyre? Enfin, voilà. Professeur de pédopsychiatrie, qui exerce au Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles, je lis parce que sinon je me trompe, de neurodéveloppement du CHU de Montpellier, de venir faire cette conférence sur, l'histoire de l'enfance irrégulière et de mêler histoire et médecine, ce qui est très bien puisque nous aussi on travaille par exemple sur le classement, UNESCO du fonds documentaire de l'histoire de la médecine à Montpellier. Donc médecine, et histoire sont fortement liées ici et je vous remercie et je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous, donc et de partager, certaines réflexions. Oui, je vais parler un peu plus fort ou un peu plus proche du micro. Vous m'entendez bien là? Bon. Donc, peut-être en introduction, j'ai pas une formation d'historien, donc je suis, médecin. J'ai une activité également de recherche, mais plutôt dans des sciences empiriques, dirons-nous, en épidémiologie. Et je vais vous présenter aujourd'hui certains travaux de recherche que j'ai réalisés dans l'histoire de ma discipline, la pédopsychiatrie. Donc c'est un apprentissage que j'ai fait en autodidacte, l'histoire, donc certainement imparfait et je pense que vous pourrez me corriger puisqu'on aura un petit peu de temps à la fin de la présentation pour quelques questions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de l'enfance irrégulière dans la perspective de la pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie a eu des transformations très importantes au cours du XXe siècle. On verra qu'on peut les séparer en 3 périodes et ces projets de recherche visent à comprendre la période de la neuropsychiatrie infantile, qui est, une période de la pédopsychiatrie qui, dirons-nous, peut aller jusqu'aux années, 68. Les transformations qu'il y a eu dans la pédopsychiatrie au XXe siècle, elles vont concerner, les valeurs éthiques, ce qu'on considère comme étant bon, mais également les valeurs épistémiques, ce qu'on considère comme, étant vrai. En effet, on peut séparer, cette histoire de la pédopsychiatrie en 3 grandes périodes. Donc la neuropsychiatrie infantile, dont on va parler aujourd'hui, dont les missions, d'une certaine manière, ont été séparées en 1968 entre la neuropédiatrie et la pédopsychiatrie. Une révolution a eu lieu à la fin des années 60, très rapide, et qui a initié une période qu'on appelle la période de la révolution pédopsychiatrique. On va le voir, qui est marquée par le développement de la thérapie psychanalytique en pédopsychiatrie, mais c'est pas le seul facteur qui permet de comprendre ce changement. Il y a aussi un certain nombre de facteurs sociaux, culturels et intellectuels qui permettent de comprendre ces transformations. Cette révolution pédopsychiatrique, elle a été initiée depuis l'intérieur de la discipline par les pédopsychiatres eux-mêmes et qui ont décidé de transformer les valeurs éthiques et épistémiques de leur discipline. Ils se sont même décrits, pour certains, comme étant les fondateurs de la pédopsychiatrique, tournant ainsi le passé avec cette période de la neuropsychiatrie infantile. Et c'est cette transformation qui m'a intéressé, comme vous verrez dans un deuxième temps. Enfin, la période contemporaine, qui est une période qui est moins bien démarquée sur le plan historique et qui en réalité coexiste partiellement avec la période de la révolution pédopsychiatrique actuellement, elle est une transformation qui ne vient pas de l'intérieur de la discipline, mais de l'extérieur de la discipline, et qui va principalement transformer les valeurs épistémiques et qui est initiée par les associations de patients et par une communauté de chercheurs internationaux qui vont attendre des pédopsychiatres une mise en conformité avec les preuves scientifiques, médecine qu'on appelle médecine fondée sur les preuves. Et donc ces différentes transformations de la pédopsychiatrie, elles vont également suivre en parallèle tout un ensemble de transformations sociales. Et celle qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les transformations du statut de l'enfance et des manières de voir et des manières de faire avec les enfants.
Donc la pédopsychiatrie est une discipline jeune. On peut marquer le début de cette discipline dans le premier congrès international de psychiatrie infantile qui a lieu à Paris en 1937 et qui a lieu dans le cadre de l'exposition universelle. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette exposition, qui a déjà été un objet d'étude historique, c'est qu'elle était découpée en 3 grandes sections. Une première section qui concernait la psychiatrie générale, parce que dans les asiles, il y avait des quartiers pour mineurs, mais finalement, on va le voir, c'est pas dans ces lieux-là que la pédopsychiatrie s'est développée, mais dans l'environnement extra-asilaire. D'une part, dans l'environnement scolaire, et donc je vous présenterai un fonds d'archives sur lequel j'ai travaillé pour des enfants qui ont des difficultés scolaires pendant la période de la neuropsychiatrie infantile. Dans l'entre-deux-guerres, un certain nombre de dispositifs d'hygiène mentale infantile, le terme d'hygiène est très important, apparaît dans l'ensemble des dossiers, vont se développer au sein de dispensaires d'hygiène infantile. Le terme dispensaire est resté puisque ces centres ont repris le tissu territorial des dispensaires de lutte contre la tuberculose et c'est tout à fait le même esprit hygiéniste qui va se développer dans ces dispensaires. À Montpellier, le centre d'hygiène mentale infantile était à l'hôpital Saint-Charles sur la place Albert Ier. Enfin, l'accès y était directement, c'était le docteur Faure qui s'en occupait essentiellement et le professeur Lafont, qui est un des fondateurs de la psychiatrie montpelliéraine, en avait la charge et la responsabilité. Le deuxième domaine dans lequel va se développer la psychiatrie dans l'extra-asilaire, c'est la psychiatrie juridique, dirons-nous, puisqu'il va y avoir une expansion de la pédopsychiatrie dans le champ judiciaire et je vous présenterai un fonds d'archives pour des enfants qui étaient dans le quartier pour mineurs de la prison de Fresnes et un certain nombre d'entre eux ont eu des observations psychiatriques, ce qui nous permet d'appréhender la manière dont ces psychiatres travaillaient pour les mineurs délinquants confiés à l'éducation surveillée. La grande figure de la neuropsychiatrie infantile française est Georges Hier. Donc Georges Hier qui a initié son activité à la clinique de neuropsychiatrie infantile au patronage Rollet, puis ensuite son service a été déplacé à Necker, puis rapidement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il a réalisé sa thèse en 1914 avec Ernest Dupré à l'hôpital Sainte-Anne et il était très intéressé par les questions des difficultés scolaires des enfants, les questions judiciaires. Il a soutenu sa thèse sur enfants anormaux et délinquance infantile et également sur la question des soins ambulatoires pour les enfants irréguliers. Il avait dans sa pratique initié l'utilisation de fiches standardisées, systématiques, de questionnaires et on verra que c'est une pratique qui marque beaucoup la neuropsychiatrie infantile. Enfin, il a donné une légitimité scientifique importante à la neuropsychiatrie infantile en publiant dans de nombreuses revues scientifiques, y compris en anglais, et en créant des revues scientifiques, en organisant un certain nombre de congrès. Et c'est cette légitimité scientifique qui va permettre la pénétration de la neuropsychiatrie infantile dans le champ scolaire et dans le champ judiciaire. Dans la partie droite de la diapositive, je vous présente ce que j'ai nommé le cercle de Georges Hier, qui sont ses plus proches collaborateurs. Et on reconnaît par exemple le nom de Théodore Simon, voilà, qui a participé à la création du premier test d'intelligence au début du XXe siècle, le test de Binet-Simon. Et puis j'ai également indiqué le nom de Robert Laffont, qui était très bien intégré dans le cercle de Georges Hier. Alors, mon approche historique, elle a pris comme source et inspiration essentiellement 2 ouvrages. D'une part, l'ouvrage de Jane Goldstein, Consoler et classifier, qui s'est intéressé à la fois au développement de la psychiatrie adulte avec un angle de sociologie des professions, pour comprendre comment il y a eu une spécialisation professionnelle qui a permis le développement au cours du 19e siècle des aliénistes, et puis aussi un versant de son travail qui concerne davantage l'épistémologie des sciences et qui s'intéresse à la manière dont une spécialité médicale forge un certain nombre de techniques
qui vont la distinguer d'autres professions avec lesquelles elle peut être en chevauchement ou compétition. Les 2 points, de son travail qui m'inspirent particulièrement dans les recherches que je vais vous présenter, c'est d'une part la manière dont elle a analysé le développement du vocabulaire technique en pédopsychiatrie et la manière dont ce vocabulaire technique s'est progressivement distingué du profane avec des termes qui ont été forgés, issus du grec et du latin et des créations. Un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé est la manière dont elle a examiné le développement d'une catégorie diagnostique qui s'appelle la monomanie et qui a eu un succès très, très important au XIXe siècle et qui est la catégorie diagnostique, en particulier la monomanie homicidaire, qui a permis le développement de la psychiatrie dans le champ judiciaire, avec des connaissances spéciales du psychiatre qui ont permis de lui donner une grande légitimité dans le champ social et qui a permis la création des asiles en 1838. Le deuxième auteur qui m'a beaucoup inspiré est Steve Demazeux, dont j'ai indiqué ici 2 ouvrages. Et son travail a porté sur le développement des méthodes numériques en psychiatrie et plus particulièrement sur l'évolution des symptômes psychiatriques au cours du XXe siècle. Je vous donne un exemple qu'il a très très bien analysé dans son ouvrage et qui s'intéresse à l'évolution de la manière dont on évalue les symptômes dans les études épidémiologiques. Et on voit dans la Midtown Manhattan Study de 1956, qui est une grande cohorte américaine qui va s'intéresser aux symptômes psychiatriques d'un échantillon de la population américaine, que les symptômes psychiatriques étaient évalués par des psychiatres. Alors que 20 ans plus tard, dans l'Epidemiologic Catchment Area, en 1976, ces symptômes psychiatriques sont évalués par des personnes qui ont une formation de quelques jours et dont les symptômes qu'ils recueillent vont aboutir à des scores. Et à partir d'un certain seuil, on parlera de diagnostic psychiatrique. Donc on voit qu'on est passé d'une évolution du symptôme en psychiatrie, qui est une connaissance spéciale du psychiatre, à l'évaluation du symptôme qui peut être acquise par tout un chacun, ce qui, d'une part, diminue l'autorité du psychiatre et permet le développement des méthodes numériques en psychiatrie. Curieusement, en ce qui concerne la neuropsychiatrie infantile, ce développement des méthodes numériques va se passer d'une manière tout à fait différente et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer aujourd'hui. Donc on va s'intéresser à la fois à un angle de sociologie des professions sur la manière dont cette discipline, la neuropsychiatrie infantile et puis ultérieurement la pédopsychiatrie va se développer, et également d'essayer de voir la manière dont les pédopsychiatres vont progressivement forger un ensemble de techniques sémiologiques et nosographiques pour répondre aux questions et puis pénétrer le champ des difficultés scolaires et judiciaires des mineurs. Avant de vous présenter les matériaux d'archives, quelques éléments du contexte scientifique dans lequel se situe la neuropsychiatrie infantile. Tout d'abord, la psychométrie qui est une part de l'anthropométrie. Vous savez que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on va se mettre à réaliser de larges collectes de données anthropométriques, taille, poids, de longueur de toutes les sections de membres, etc. En particulier dans la tradition pédiatrique, puisqu'on va voir qu'un certain nombre de caractéristiques physiques vont avoir un développement qui n'est pas linéaire et qui va donc être dit développemental. Donc on va les collecter. Il va y avoir en parallèle une création très importante d'indicateurs statistiques permettant de caractériser l'évolution de la taille, du poids, de la combinaison des deux, etc. On connaît par exemple l'indice de masse corporelle de Ketley qui a été forgé à cette époque-là. Et puis, un troisième développement qui est celui des représentations graphiques de ces indicateurs statistiques. Et c'est une analyse qui a notamment été réalisée de manière très fine par Tim Cole dans un article dans les Annales de Human Biology. Ce travail qui a été fait en anthropométrie va se prolonger au-delà des caractéristiques physiques dans le développement des caractéristiques psychologiques et la psychométrie s'inscrit tout à fait dans cette tradition anthropométrique et en particulier la mesure de l'intelligence qui va être créée avec le test de Binet-Simon en France au tout début du XXe siècle pour identifier des enfants qui auraient des déficiences sur le plan intellectuel et également, au sein de ces patients, faire le tri entre ceux qui seraient dits des anormaux d'asile
et ceux qui seraient des anormaux d'école, et ainsi orienter des enfants vers des classes de perfectionnement. C'était la destination de cet outil, à la fois diagnostique et à la fois d'orientation, et on verra que c'est encore une mission qui va être importante pour la neuropsychiatrie infantile. Pour que vous puissiez vous repérer dans les fonds d'archives que je vais vous présenter, il y a 2 théories, scientifiques qui permettent de rendre intelligible la manière dont travaillent ces neuropsychiatres. La première, c'est, une théorie qu'on appelle la théorie de la dégénérescence, qui a été, développée par, 2 psychiatres français, initialement, Morel et puis dans un second temps, Magnan, et qui est une idée qui va imprégner durablement les conceptions médicales, pas simplement en France, mais également sur le plan international. L'idée que les enfants vont hériter des vices de leurs parents qui vont avoir tendance à s'amplifier, et que l'idiotisme est vu comme le stade terminal de cette évolution. C'est par exemple la théorie de la dégénérescence est très bien illustrée dans la saga des Rougon-Macquart de Zola. C'est une illustration de la théorie de la dégénérescence, hein. Et on va voir dans les observations que je vais vous présenter qu'il va y avoir une attention particulière à collecter les antécédents familiaux de troubles psychiatriques et non psychiatriques, mais également, c'est ça le paradigme de la théorie de la dégénérescence, les antécédents de syphilis, de tuberculose, d'éthylisme et de gaucherie. Alors, cette théorie scientifique va être utilisée comme support pour des dérives atroces eugénistes au sein du XXe siècle, mais cette théorie a pu peut être vue, et c'est ce que Kendler a proposé dans un article publié récemment dans l'American Journal of Psychiatry, peut être vue comme une forme de préhistoire de la psychiatrie génétique, et pour les neuropsychiatres de la période qui nous intéressent, ça va être un support important pour réfléchir sur quelle est la cause des désordres de la vie mentale des patients. Le deuxième support de la théorique qui permet de rendre intelligibles les observations que je vais vous présenter est la morphopsychiatrie. C'est un ensemble de théories très, très hétérogènes, mais qui vont avoir en commun le fait de considérer que des caractéristiques physiques peuvent renseigner sur un trouble psychiatrique. Alors on connaît bien la phrénologie, comme la phrénologie de Gall, qui s'intéresse aux déformations de la voûte crânienne et qui peuvent renseigner sur des traits psychologiques ou psychopathologiques. Mais il y a également d'autres types de morphopsychiatrie, comme la biotypologie, c'est-à-dire s'intéresser à des caractéristiques de la forme générale du corps, hein, la plus connue étant la biotypologie de Kretschmer, qui est beaucoup utilisée par les neuropsychiatres infantiles. Et enfin, cette idée de dysmorphie faciale, c'est-à-dire cette idée que des variations du massif facial pourraient être plus particulièrement associées à certaines caractéristiques psychologiques ou psychopathologiques. La trisomie 21 était déjà décrite à cette époque, donc on connaissait les caractéristiques faciales associées à la trisomie 21, même si la cause génétique n'avait pas été identifiée et qu'on nommait pas encore ça la trisomie 21. Vous avez sur la droite de la diapositive une fiche, hein, qui est remplie par un psychiatre à la prison de Fresnes, et qui va ainsi décrire les caractéristiques morphologiques d'un patient en détail, à la fois sur les aspects faciaux, mais également le reste du corps. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de 2 recherches que j'ai menées, l'un sur un fonds d'archives pour des enfants avec des difficultés scolaires, donc le Centre d'hygiène éducative et de rééducation psychomotrice de la Crételle. C'est des observations qui datent, qui ont été réalisées pour des enfants qui ont été vus entre 1951 et 1963, et qui me paraissent assez représentatives de la pratique de la neuropsychiatrie infantile. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai un fonds d'archives sur le quartier des mineurs de Fresnes. Enfin, je vous présenterai brièvement une série d'entretiens, d'analyses d'entretiens que nous avons réalisées avec mon collègue Loïc Loidreau sur des psychiatres qui ont participé à la neuropsychiatrie infantile ou à la révolution pédopsychiatrique, et qui ont témoigné sur cette période-là. Alors ces travaux ont été publiés dans des revues
disciplinaire. En ce qui concerne le travail sur le centre de la crételle, il a été publié dans la revue Neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et il est encore librement accessible. Et celui sur les entretiens a été publié dans les Annales médico-psychologiques et lui aussi est encore accessible. Le travail sur le quartier des mineurs de Fresnes sera publié au mois d'août dans une revue d'histoire, la revue d'histoire de l'enfance irrégulière. Et donc c'est un travail qui a été revu par Jean-Jacques Ivorel et je vous présenterai les principaux résultats. Alors, le centre d'hygiène éducative et de rééducation psychomotrice de la Crételle, donc c'est des enfants qui sont adressés principalement par l'école, qui peuvent résider dans le 15e arrondissement de Paris, mais ou sinon dans le pourtour, principalement adressés par l'école ou par des préoccupations parentales. C'est un centre qui est dirigé par un médecin qui m'a beaucoup intéressé, puisqu'il me semble assez représentatif de ces médecins du cercle de Georgelière. Vous voyez qu'il a réalisé sa thèse de médecine sur la tuberculose, donc il est très fortement imprégné de la tradition hygiéniste. Il a une activité diversifiée. Il a tout d'abord été formé à l'hôpital Henri Roussel, qui était le premier centre ambulatoire de soins à l'hôpital Sainte-Anne. Il a pris la direction du centre La Crételle dont je vais vous parler, mais également d'un autre centre d'hygiène infantile qui est rue du Figuier dans le 4e arrondissement. Il avait également la direction d'un pavillon de psychiatrie à Villévrard pour des personnes qui avaient un alcoolisme, des adultes. Et il dirigeait un institut médico-pédagogique à Armentières, qui est assez connu puisque un éducateur qui a été célèbre dans la région, Fernand Deligny, était éducateur dans cette structure. Donc il y a eu des échanges qui ont été très féconds. Donc il a travaillé avec Georges Geyer et il a entretenu une relation professionnelle et amicale tout au long de sa vie. Il avait des thématiques de recherche qui étaient très caractéristiques de la neuropsychiatrie infantile, avec un goût pour l'empirisme. Vous voyez, dans la droite de la diapositive, je vous ai mis un graphique qu'il a publié d'un dispositif pour examiner les difficultés motrices des enfants, avec un souci très très précis, enfin de la mesure, de la validité des mesures, etc. Il a également eu une activité de recherche importante et également sur des questions des crises de l'enfance. Donc voilà, pour vous dire que ce fonds d'archives est dirigé par un psychiatre qui, d'une certaine manière, peut être vu comme assez représentatif de la période. Alors, voici un dossier que je ne vais pas lire en détail, mais à partir de maintenant, je vais plutôt vous commenter des matériaux d'archives. Donc, c'est une jeune fille qui s'appelle Nicole, qui est âgée de 12 ans et demi et qui est adressée par des difficultés scolaires. Vous voyez dans la partie gauche du graphique qu'il y a un examen très détaillé des antécédents et de l'histoire familiale de Nicole, en ce qui concerne ses parents, en ce qui concerne les grands-parents, en ce qui concerne les frères et sœurs des grands-parents. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que les archives de la ville de Paris ont décidé de conserver la plupart des dossiers du centre La Crételle, parce que c'est avec comme idée de pouvoir reconstituer un peu l'histoire des générations et les causes de décès également, qui sont très très bien renseignées dans ce fonds. Alors pour nous, on voit qu'il y a quand même un intérêt très très important qui est porté aux éléments dont je vous ai parlé en lien avec la théorie de la dégénérescence, c'est-à-dire l'éthylisme, des cas de syphilis, des cas de gaucherie, etc. Alors, dans la salle, vous dites que la gaucherie n'est pas du tout de la psychiatrie. C'est une question qui intéressait beaucoup le docteur Dublineau, comme vous le verrez. Disons que la gaucherie, enfin le fait d'être latéralisé à gauche, puisqu'on parle plus de gaucherie à l'heure actuelle, est un élément qui est assez intéressant et qui doit aussi être analysé avec une perspective historique. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être gaucher au milieu du XXe siècle a pas du tout la même valeur qu'être gaucher au XXIe siècle. Quand on ouvre les dossiers médicaux, on se rend compte de la quantité très importante de complications obstétricales en particulier qu'il y avait, et il y a de bonnes raisons de penser qu'il y avait un certain nombre d'enfants qui étaient latéralisés à gauche en raison d'équivalents d'accidents vasculaires cérébraux, ce qui fait qu'ils étaient latéralisés à gauche du fait d'un accident vasculaire. Donc à cette époque-là, le fait d'être gaucher
pouvait être vu comme un facteur de risque très très important d'avoir un trouble du neurodéveloppement. Alors qu'à l'heure actuelle, les données montrent que c'est des surrisques qui sont beaucoup plus modestes et c'est même des données qui sont controversées dans certaines pathologies, comme par exemple la dyslexie. Les données les plus récentes auxquelles j'ai participé montrent que c'est pas un facteur de risque de trouble du neurodéveloppement, mais dans les années 50, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Hem, un point qui est un hors-champ du travail d'archives, mais tous les historiens qui passent un petit peu de temps dans les archives savent que parfois le hors-champ prend un peu le dessus sur l'objet d'étude principal. C'est que je me suis intéressé au lieu de séjour des patients, puisque ce que j'ai pu constater, c'est que près de 3/4 des enfants qui étaient dans ce fonds d'archives avaient passé au moins une année hors du domicile familial. Alors dans le cas de Nicole, c'est parce qu'elle avait des problèmes respiratoires et donc elle est allée dans un aérium, hein. Mais d'autres enfants, un peu dans la lignée, j'ai envie de dire, des placements à la campagne, qui étaient des pratiques autour de l'enfance qui étaient encore très fréquentes dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, pour des enfants qui avaient des soucis de santé ou des difficultés d'apprentissage à l'école. C'était des pratiques qui étaient tout à fait courantes. Alors là, je vous présente un test de Binet-Simon, hem, qui est un test qui est systématiquement passé pour les enfants qui sont admis au centre de la Crételle. Hem, donc vous voyez qu'il y a des repères d'âge qui vont s'intéresser à l'âge mental du patient. La manière de coter cet outil est finalement assez simple. Quand il y a les 5 épreuves d'un âge qui sont réussies, on passe à l'âge suivant et donc on compte 2,4 mois pour l'âge qui a été réussi par épreuve. Ce qui fait que Nicole a eh bien, un âge mental qui est estimé à 117,6 mois, alors qu'elle a un âge réel à 146. Donc à cette époque-là, on est vraiment sur un quotient intellectuel. Je dis ça parce qu'on parle toujours du QI, mais c'est plus un quotient âge mental sur âge réel. C'est plus tout à fait la même manière d'estimer les choses. Un point qui est intéressant sur le plan de la conception du test, c'est que c'est un test qui est complètement unidimensionnel. Les tests actuels permettent encore d'estimer un QI total, mais il y a différentes dimensions qui sont constituées et qui ont varié au cours du temps et qui ont eu d'ailleurs tendance à augmenter au cours du temps dans les tests de QI. L'unidimensionnalité du test a très probablement participé au fait que des difficultés plus spécifiques de certains domaines de développement de l'enfant étaient sous-estimées, puisque les diagnostics de désordre de l'intelligence sont de très loin les diagnostics les plus fréquents en ce qui concerne la psychiatrie scolaire, mais on le verra également en ce qui concerne la psychiatrie judiciaire. Les tests ont aussi une forme qui est assez différente des tests qui sont utilisés actuellement, puisque ils évaluent des compétences qui on pourrait dire, ont quelque chose de beaucoup plus naturalistique ou concret que les tests qui sont utilisés actuellement. Par exemple, le test auquel on pense en premier avec les tests de QI, c'est les tests des cubes. Vous savez, les cubes qui sont coupés en deux bicolores et qui sont des compétences nouvelles pour l'enfant. Alors que là, on s'intéresse à des compétences que l'enfant aurait pu développer à l'extérieur de l'école, comme par exemple rendre la monnaie sur un franc, énumérer les mois, etc. Il faut voir que aussi à cette époque, la scolarité était encore irrégulière pour les enfants et donc on s'intéressait à des compétences que l'enfant aurait pu développer à l'extérieur. Voilà. Dans la partie droite du graphique, vous voyez une courbe qui représente en abscisse l'âge réel des enfants et en ordonnée l'âge mental, et où il va y avoir des couloirs qui sont dessinés et qui ressemblent énormément aux courbes qu'on peut avoir encore actuellement dans les carnets de santé. Et on voit du coup la force que cette tradition anthropométrique, cette tradition pédiatrique a eue sur la psychométrie et plus largement sur la pédopsychiatrie. Chaque couloir correspond à une correspondance avec un diagnostic de désordre de l'intelligence. Alors les termes diagnostic étaient utilisés sont un peu douloureux à formuler, puisqu'ils ont un caractère très péjoratif actuellement. On parlait de débilité, imbécilité et idiotie. Ils avaient déjà un caractère péjoratif
à cette époque-là, hein. L'intelligence avait déjà une valeur sociale très, très importante, évidemment au cours du XXe siècle. Et comme je vous disais, donc, les diagnostics des désordres de l'intelligence étaient, les diagnostics les plus souvent posés au centre de la crételle. L'autre diagnostic qui peut être utilisé, c'est les diagnostics de troubles du caractère, qui eux aussi sont évalués avec des outils psychométriques, mais pas des tests, mais des hétéroquestionnaires parentaux, où il y a déjà des seuils de score qui permettent de retenir, certains troubles du, caractère. Alors, je vous présente la suite de l'observation de Nicole. Vous avez dans la partie gauche, une évaluation de son développement, psychique, et d'emblée, on est frappé de l'absence de technicité des termes qui sont employés. Caractère, assez obéissant avec la mère, moins avec le père, taquine, capricieuse, un peu boudeuse, expansive, un peu folle. Et là, on réalise la distance qu'il y a entre l'analyse clinique de la sémiologie psychique chez l'enfant par rapport à ce qui, à la même période, était réalisé chez l'adulte. Je fais une petite aparté, mais Jane Goldstein, qui s'est intéressée donc au développement de la psychiatrie au cours du 19e siècle en France, a rapporté qu'il y avait une curiosité très, très importante des désordres de la vie mentale pour les adultes, mais très peu d'intérêt en ce qui concerne l'enfant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui peut expliquer ce désintérêt qu'il y avait pour l'enfant, mais là encore, ça a à voir avec la valeur sociale que l'enfant avait à cette époque-là, peut-être en lien aussi avec la mortalité infantile qui était très élevée, mais à la même période, le vocabulaire psychique qui est utilisé pour caractériser les adultes a un très haut niveau de technicité, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, ce qu'on voit dans la partie droite, les observations manuscrites du docteur Dublino, c'est l'utilisation d'un certain nombre de scores, de mesures. Ici, par exemple, entouré, vous avez une évaluation que le docteur Dublino réalise à chaque fois qu'il reçoit Nicole, qui est une évaluation de la largeur de ses mains et de la largeur de ses pieds, avec comme idée que le côté le plus large, pourrait être la latéralité naturelle, et il s'intéresse à la discordance avec la préférence manuelle qui pourrait indiquer une atteinte, cérébrale. D'autres scores sont rapportés et vous voyez qu'ils ont un caractère mystérieux, très cryptique. Alors les pédiatres pourraient se poser la question: est-ce que c'est pas un score de développement pubertaire? Mais non. Ici, c'est une formule biotypologique qui va caractériser, la forme, du corps, de la tête de, Nicole. Donc, le contraste très fort entre une sémiologie, physique qui a un très haut niveau de technicité, qui, est beaucoup basée sur des scores fortement, issus de la tradition pédiatrique, une sémiologie, psychique qui a très peu de technicité, qui est formulée en vocabulaire profane, et à nouveau les outils psychométriques qui sont la plupart des indices qui vont permettre de poser des diagnostics chez, des patients. Alors maintenant, on va parler du fonds d'archives des quartiers des mineurs de Fresnes entre 1933 et 1934. Alors, c'est des documents qui m'ont été transmis, qui ont été numérisés par Jean-Lucien Sanchez, qui est chargé de recherche historique au ministère de la Justice, mais qui réside à Montpellier. Et il avait réalisé une sélection dans ce fonds d'archives avec un intérêt pour des dossiers qui seraient les plus gros, parce qu'il voulait faire une monographie d'un mineur et son parcours en justice. Donc il cherchait pas particulièrement des mineurs qui avaient eu des observations psychiatriques, mais vous allez voir que c'est un fonds qui avait une grande richesse en concernant les observations psychiatriques. Donc j'ai pu consulter 118 dossiers d'enfants admis au quartier pour mineurs de la prison de Fresnes entre 1933 et 1954. 20 dossiers ont une observation psychiatrique, dont 4 filles. Alors les mineurs, ils sont pas à Fresnes au moment de l'observation. L'observation, elle a souvent lieu dans des centres d'observation pour mineurs ou centres d'observation de triage. Alors il n'y en avait pas à Montpellier, mais il y en avait au Baumettes à Marseille. Le plus connu est celui à Savigny-sur-Orge, et on peut le visiter. Et donc il y avait 24 observations pédopsychiatriques. Donc les patients étaient vus la plupart du temps qu'une seule fois, hein. Il y en avait quelques-uns qui étaient vus 2 fois, et un cas très, très rare, très exceptionnel, qui a été vu 3 fois.
En moyenne, les enfants qui étaient, au centre pénitentiaire de Fresnes avaient 16 ans et demi et ils étaient à Fresnes soit en attendant une audience, soit avant de, rejoindre la liberté, surveillée, parce qu'on pensait que le milieu familial permettait, cette orientation, soit parce qu'il y avait eu des incidents dans des maisons de correction, hein. Quand il y avait un incident, ils pouvaient aller à Fresnes en attendant qu'il y ait une nouvelle institution qui soit attribuée. Parmi les 20 dossiers pour lesquels il y avait au moins une observation pédopsychiatrique, les actes qui étaient, commis étaient essentiellement des vols, isolés ou en bande, et il y avait juste 3 cas exceptionnels. Un cas de tentative d'homicide dont je vous parlerai, plus particulièrement. Un cas de correction, paternelle, qui était un dispositif qui existait dans la première moitié du XXe siècle, où quand un enfant, désobéissait un peu trop, les parents avaient la possibilité de les confier à l'éducation, surveillée. Et un cas de vagabondage avant que ce soit dépénalisé en 1935. Hem Pour pouvoir appréhender, ce fond et comprendre un peu le rôle que les psychiatres jouaient dans l'éducation surveillée, il est important que je vous contextualise un peu que je vous donne le contexte juridique de cette période-là. Jusqu'en 1942, lorsqu'un tribunal, estime qu'un mineur a agi sans discernement, il va être acquitté en vertu de l'article, 66 du code pénal. Et selon la qualité du milieu familial, il peut être soit en liberté surveillée, mais c'est très, très rare dans le fonds d'archives que j'ai, examiné, ou bien, envoyé en correction jusqu'à la fin de sa 20e année. Et donc il va être dans des colonies pénitentiaires. Bon, alors celles-ci vont être renommées maisons d'éducation surveillée en 1937, puis institutions publiques d'éducation surveillée dans les années 40, mais le principe change pas tellement. Il y a aussi des institutions publiques d'éducation surveillée pour les filles, mais elles peuvent être envoyées, comme par exemple à Montpellier, dans des établissements comme par exemple la Solitude de Nazareth, avenue de la Justice, ou des maisons du Bon Secours. Voilà. Et si le juge décide que le mineur a agi avec discernement, ce qui est très rare dans le corpus que j'ai examiné, il va être condamné en vertu de l'article 67 à de la détention dans une prison pour quelques mois, donc des durées extrêmement courtes. Et donc c'est cette situation paradoxale qui a été examinée par Jean-Jacques Ivorel, puisque des mineurs qui étaient acquittés avaient des durées d'emprisonnement qui étaient bien plus longues que les mineurs qui étaient condamnés jusqu'à 1942. Et l'évaluation du discernement, comme je vous disais, elle va se faire dans des centres d'observation pour mineurs ou des centres d'observation et de triage. Et lors de ces observations, on va bien sûr s'intéresser aux actes, mais surtout à l'auteur dans ses dimensions psychologiques, familiales, psychiatriques, et même en dernier recours, aux déterminants familiaux ou biologiques qui ont pu conditionner l'acte de voilà. Et alors, dans les années 30, il va y avoir une convergence très forte entre les objectifs d'expansion de la pédopsychiatrie et la remise en cause de l'éducation surveillée. Dans la partie droite du graphique, je vous ai mis un titre de l'assiette au beurre, puisque à partir des années 30, il va y avoir de nombreuses remises en cause du système de fonctionnement de ces colonies pénitentiaires. On pense par exemple au poème de Jacques Prévert sur les bagnes pour enfants. Et donc, il va y avoir une volonté de rationaliser, de scientificiser l'éducation surveillée. Et c'est vrai que l'approche rationnelle, scientifique, propre à la médecine hygiéniste de la neuropsychiatrie infantile va vraiment converger. Et c'est pour ça que la neuropsychiatrie infantile va avoir un développement tout particulier pour l'éducation surveillée. Alors, sur cette diapositive, je vous présente le réseau des institutions publiques d'éducation surveillée au cours de la période que j'ai étudiée. Et c'est pas du tout pour vous donner simplement une représentation graphique, mais ça permet de comprendre la manière dont travaillaient les psychiatres, d'avoir ces repères-là, puisque les IPES vont différer selon leur niveau de discipline, selon le type de formation professionnelle que vont avoir les mineurs, et selon le travail qu'ils vont aussi effectuer dans ces institutions publiques. Par exemple, l'IPES d'Aniane est plus particulièrement destiné aux mineurs réfractaires à l'autorité, hein.
Pour, des jeunes qui auraient des désordres intellectuels, on les enverra, vous le verrez dans l'observation que je vais vous présenter, plus particulièrement à Fresnes-le-Château et au contraire, ceux qui ont des très bonnes, habiletés manuelles iront, davantage à, Saint-Gaudard, par exemple. On travaille aux vendanges à Agnan, on travaille aux champs à Saint-Hilaire, on est formé au métier de marin à Belle-Île-en-Mer, et cetera. Et vous verrez que les psychiatres ont une très bonne connaissance de ces caractéristiques des institutions publiques d'éducation surveillée et qu'ils le prendront fortement en compte dans leurs évaluations. Alors le fond est remarquable par la diversité des psychiatres qui ont observé des mineurs. Je vous ai mis en bleu, les membres du cercle de Jean Joyère qui ont vu des mineurs sur lesquels j'ai pu, travailler et un des résultats en ce qui concerne la question de sociologie des professions est qu'il y a une très grande homogénéité dans, les observations. À la fois le plan des observations est identique en fonction des psychiatres. Et donc, cette évaluation comprend, très souvent une évaluation de l'intelligence et des performances scolaires du mineur, un examen, physique avec cette idée de morphopsychiatrie, mais pas seulement comme vous le verrez, une évaluation du milieu familial et des antécédents familiaux, un examen systématiquement de la moralité, du mineur avec des thématiques qui vont principalement s'intéresser au diagnostic de perversion, même s'il est rarement posé dans le fond, où on s'intéresse à l'hédonisme et au sens de l'effort du mineur, à, sa sociabilité et son rapport à l'autorité. Et puis, la plupart des observations concluent sur la question du discernement dans, l'acte commis par le mineur et également en ce qui concerne son orientation dans le circuit de l'éducation, surveillée. Il y a également une très grande homogénéité dans le vocabulaire qui va être utilisé par les, psychiatres et comme ce qu'on a pu observer dans le fond de la crételle, la seule sémiologie technique est, physique. Hein, la sémiologie, psychique est, exprimée en vocabulaire profane. Voilà et puis une place très importante aux approches standardisées systématiques, aux grilles d'évaluation, aux tests et aux questionnaires. Heu, un autre résultat, général est le fait que, moins de la moitié des observations psychiatriques concluent à un diagnostic, psychiatrique, hein. Donc ça contraste un petit peu avec les résultats qu'avait mis en avant Jean Joyère dans sa thèse et qui avaient été repris par ses élèves, que 80 des mineurs en justice avaient un trouble, psychiatrique. D'une part, dans le fond, sur les 118 dossiers, seuls 20 ont une observation psychiatrique et au sein de ces 20, seule la moitié ont un diagnostic psychiatrique. Le diagnostic le plus fréquemment posé, c'est comme pour la crételle, c'est le diagnostic de débilité mentale. Quelques cas de perversion dont on a parlé, et puis le sein mineur qui paraît déjà assez perverti, et un cas exceptionnel de paranoïa qui a été évalué à la prison de Fresnes dont j'ai pu retrouver la trace 30 ans après dans une observation psychiatrique. Hem, un autre point, c'est qu'il y a très peu de soins pour, ces mineurs en justice. Hormis la patiente qui a, été incarcérée pour, une tentative d'homicide et qui a été orientée vers l'infirmerie de la préfecture de police de Paris, l'I3P, Heu, il n'y a pas d'hospitalisation, il n'est pas question de traitement médicamenteux ni de forme de psychothérapie et il y a même un cas qui indique clairement un rejet de la psychiatrie asilaire pour les enfants qui sont de ces institutions publiques d'éducation surveillée. Il s'agit du cas d'un patient qui est à Agnan et qui, réalise qu'on pourrait considérer comme une tentative de suicide et qui est refusé à Font-d'Aurelle, en pour une demande d'hospitalisation. Donc, un point qui a particulièrement, retenu mon attention est le fait que, les informations qui vont être relevées par, les psychiatres vont à la fois contribuer à l'enquête diagnostique, mais aussi avoir une certaine polyvalence, c'est-à-dire participer à la question de l'évaluation du discernement
et la question de l'orientation des mineurs. Vous allez voir que les psychiatres ont une grande connaissance des IPES, de leurs différentes caractéristiques. Par exemple, la mesure de l'intelligence et celle des performances scolaires, eh ben, elle va rentrer en ligne de compte dans la question du discernement. Elle va rentrer en ligne de compte pour déterminer des IPES qui seraient les plus appropriés aux aptitudes des enfants. L'examen physique, il va pas se limiter à la psychiatrie, il va permettre aussi d'évaluer la constitution physique, sa robustesse, déterminer le type de formation professionnelle, de travail que va pouvoir faire le mineur. L'examen de l'hérédité et des antécédents familiaux va bien sûr contribuer à la réflexion causale. Est-ce que c'est un cas social? Est-ce que c'est un cas constitutionnel? Mais il va aussi être impliqué dans l'évaluation des possibilités ouvertes par le système judiciaire. Est-ce que la liberté surveillée serait appropriée ou pas? Et enfin, l'examen de la moralité, elle va intervenir dans l'évaluation du diagnostic de perversion, mais elle va aussi rentrer en ligne de compte pour savoir quel est le niveau de rigueur qu'il doit y avoir dans les IPES, éventuellement les risques d'entraînement dans des fugues ou dans des actes d'opposition. Alors voici l'observation d'un jeune de 16 ans. Le père est mort en 1930, était tuberculeux et alcoolique. Donc on voit l'intérêt, là, à nouveau pour ces éléments en lien avec la théorie de la dégénérescence. La mère est bien portante, a eu 9 enfants, tous vivants, pas de fausse couche. Le dernier enfant est né après le veuvage. Donc vous voyez qu'on s'intéresse à des questions de moralité de l'environnement qui sont repris ensuite par la suite. La mère est d'une moralité très faible, a déjà subi 2 condamnations, dont une de prison. Donc, vous voyez, par rapport au plan que je vous ai indiqué de l'observation psychiatrique, on va s'intéresser à l'état biologique du patient, très bonne constitution, puberté très précoce. Et là, on voit à nouveau ce vocabulaire cryptique des psychiatres qui apparaît, P4A2, qui est une manière de coder le stade pubertaire d'un patient. Ça ressemble étrangement à l'évaluation biotypologique que je vous avais montrée. Et puis une sémiologie physique qui là va avoir les caractéristiques de technicité d'un examen médical, acrocyanose, hypertrichose, hyperfonctionnement glandulaire. Voilà. L'examen psychomoral, donc il y a une évaluation cognitive qui est réalisée. On conclut que l'intelligence est faible, pas de CEP, degré d'instruction correspondant à un enfant de 6 ans. Alors, la manière de parler des enfants est très dure et c'est aussi une évolution qu'il y a eu au cours du XXe siècle. La manière dont on parle de difficultés que peuvent avoir les enfants n'ont pas du tout cette tonalité négative, péjorative, comme il peut y avoir sur cette observation. Le vocabulaire psychique, l'analyse psychique est là encore formulée dans un vocabulaire profane, têtu, violent, emporté, paresseux, mais par contre extrêmement malléable, comme beaucoup de débiles. Voilà, toutes les tentatives d'apprentissage ont été déplorablement insuffisantes, mauvaise volonté, rendement médiocre. Le vol du mineur est dû à l'action d'un camarade, au défaut de surveillance et d'éducation du milieu familial et à la débilité mentale, vol de débile typique. Donc, vous voyez que le psychiatre se prononce sur la question du discernement par rapport à l'acte. Et enfin, une partie proposition. On peut tenter de lui donner un niveau scolaire correspondant à ses possibilités à Fresnes-le-Château. Donc là, le psychiatre fait une proposition concrète d'orientation dans une institution publique d'éducation surveillée. Et va même plus loin sur la formation professionnelle. Ce mineur doit être dirigé vers des métiers simples, manœuvres spécialisées, mais ne jamais viser l'artisanat. Et donc, vous voyez que cette observation psychiatrique se conclut sur des questions de discernement et des questions d'orientation. Donc, pour proposer une conclusion sur ces 2 études menées sur ces fonds d'archives, on voit qu'avant-guerre, il y a déjà une structuration professionnelle de la psychiatrie infantile, avec une grande standardisation des pratiques. Je pense avoir insisté sur le fait qu'il y a une grande importance qui est donnée dans le travail des neuropsychiatres aux compétences médicales non psychiatriques, essentiellement pédiatriques, et à l'utilisation des outils psychométriques. En ce qui
comparativement à ce qui est observé en psychiatrie adulte, il y a très peu de sémiologie psychique qui a une certaine technicité, et on est très intéressé par l'utilisation de scores psychométriques ou pédiatriques dans ces observations. Enfin, et c'est probablement ce qui a permis la pénétration de la neuropsychiatrie dans le champ scolaire et dans le champ judiciaire, la neuropsychiatrie a une grande légitimité scientifique et est très préoccupée par les questions d'orientation des mineurs et finalement assez peu par les questions de soins. Voilà. Alors maintenant, on va prendre quelques minutes pour que je vous présente certains résultats d'analyses que nous avons menées avec mon collègue Loïc Loidreau sur des pédopsychiatres qui ont exercé dans les années 60. Et on est vraiment sur un jeu de regard, c'est-à-dire qu'on est sur des pédopsychiatres qui ont été très fortement impliqués dans la révolution pédopsychiatrique, et on s'intéresse à la manière dont ils jugent la neuropsychiatrie infantile. Donc on a fait une analyse thématique qui reprend, en ce qui concerne les lieux de soins, les grandes catégories du Congrès international, c'est-à-dire psychiatrie générale, psychiatrie scolaire et psychiatrie juridique. Et on s'est également intéressé aux pratiques de soins et au savoir. Donc c'est un corpus qui est constitué d'une vingtaine de pédopsychiatres, dont la moitié étaient professeurs des universités, qui exerçaient pour la plupart en Île-de-France, mais on a aussi, comme mon collègue Loïc Loidreau et de Montauban, un échantillon assez représentatif en Occitanie, donc notamment Charles Ossius, que certains connaissent, Bernard Azema, etc. Alors, quelques résultats sur ces lieux de soins. En ce qui concerne les quartiers d'asile pour enfants, les pédopsychiatres qui ont été interrogés étaient absolument unanimes sur le fait que les conditions dans les quartiers d'asile pour enfants étaient déshumanisantes, marquées par des pratiques coercitives, surpeuplées. À Montpellier, il y avait le pavillon 52, à Font-d'Aurelle, le pavillon de la Siove, pour lequel le professeur Jean-Pierre Vizier, qui nous a quittés l'an dernier, a beaucoup œuvré pour le réhumaniser et le fermer. En ce qui concerne les dispensaires d'hygiène mentale, nous avons observé qu'il y avait, on pouvait segmenter les pédopsychiatres en deux groupes, c'est-à-dire les psychiatres qui étaient à proximité des centres de légitimité idéologique et politique de la révolution pédopsychiatrique, étaient très détachés des pratiques qui avaient lieu dans les dispensaires dont je vous ai parlé, alors que les psychiatres de province ou qui étaient plus éloignés de ces centres de légitimité avaient tendance à se situer davantage dans la continuité de ce qui était fait en neuropsychiatrie infantile, ce qui était le cas au CHU de Montpellier. Enfin, en ce qui concerne les institutions pour mineurs délinquants, les pédopsychiatres ont pris leur distance radicalement avec l'éducation surveillée. Le jugement de Michel Basquin, ancien chef de service de la Pitié-Salpêtrière, est tout à fait illustratif. La délinquance, on l'a laissée à la justice. Il y avait des juges pour enfants pour s'en occuper, et la neuropsychiatrie infantile, la pédopsychiatrie s'est complètement retirée de la question de l'éducation surveillée. Un point sur les pratiques de soins qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans les entretiens, il était parfois difficile de discerner si les psychiatres opposaient la pratique qu'ils avaient eue pendant la période dite révolutionnaire, si ils l'opposaient à la pratique de la neuropsychiatrie infantile ou à la pratique contemporaine. En effet, il y a de très nombreuses ressemblances entre la période de la neuropsychiatrie infantile et la pratique contemporaine. Donc c'était un résultat qu'on a trouvé intéressant à souligner. Alors, il y a eu des évolutions très importantes sur le plan sémiologique, sur le plan psychométrique. Un point que je voulais sur lequel je voulais revenir sur la psychométrie et qui a justifié le fait que ma mère vienne faire des recherches aussi à Pierre-Vive, c'est que la formation des psychologues dans les années 70, en ce qui concerne la passation des tests, a énormément diminué à l'université Paul Valéry, et au centre hospitalier de Montpellier, quand on recrutait des neuropsychologues pour faire passer des tests, on les recrutait souvent dans d'autres régions où il y avait encore cette formation, et donc c'est un élément que j'aurais aimé pouvoir documenter. Je ne vais pas détailler l'évolution des pratiques de soins, mais un des éléments qui me semble caractéristique en ce qui concerne le rattachement de la pédopsychiatrie avec la pratique médicale, c'est que pendant la révolution pédopsychiatrique, on s'est mis à arrêter d'examiner physiquement les patients. Alors que vous voyez que dans la période de la neuropsychiatrie infantile, c'était un acte qui était important et
qui était aussi important pour se démarquer en termes de compétences. Donc en ce qui concerne les savoirs des pédopsychiatres, là encore, il y avait une certaine hétérogénéité dans les pédopsychiatres qui ont été interviewés. Certains, et ceux qui étaient plus particulièrement en lien avec les centres de légitimité de la révolution pédopsychiatrique, avaient une grande réticence pour les recherches empiriques qui avaient été menées pendant la période de la neuropsychiatrie infantile, qui étaient perçues comme limitant dans leur capacité à saisir la complexité, beaucoup plus intéressés par des approches holistiques, des sciences humaines, beaucoup moins intéressés par la mesure. Alors que certains pédopsychiatres interrogés, eux, et principalement ceux qui avaient gardé un contact avec la science empirique, se sentaient davantage en continuité avec les recherches scientifiques réalisées pendant la neuropsychiatrie infantile. Donc, on voit qu'il y a eu des transformations très importantes, des valeurs éthiques des pédopsychiatres pendant cette période de la révolution pédopsychiatrique, et de manière unanime qui dénonçait la coercition, la répression et en particulier l'éloignement des enfants de leur famille. C'est d'ailleurs cette question de l'éloignement qui a été centrale dans la création du secteur adulte en 62 et les intersecteurs de pédopsychiatrie en 72 avec comme idée que les soins devaient se situer à proximité des lieux de vie des patients pour éviter toutes ces orientations et ces déplacements de patients. Et puis des transformations importantes, des valeurs épistémiques avec des modèles qui mettaient moins en avant l'organicisme et des approches réductionnistes et davantage des approches issues des sciences humaines et sociales. Alors je vais pas, et là encore, ces valeurs doivent être contextualisées dans tout un tas de changements de valeurs sociales qu'il y a eu. On voit les transformations de mai 68, les traces laissées par la Seconde Guerre mondiale et par le postmodernisme. Enfin, je voudrais conclure cette intervention par vous montrer une diapositive qui peut permettre de contraster un peu certains discours qu'il y a eu. C'est vrai que la révolution pédopsychiatrique était très intéressée par lutter contre l'orientation, l'éloignement des familles, l'institutionnalisation des patients, mais il y a un certain partage qui a eu lieu au cours de cette période. On voit par exemple dans la circulaire de 72 qui crée des intersecteurs qu'il y a une distinction qui est faite entre malade mental et déficient mental. Sur cette carte qui a été réalisée par Bernard Azéma du CREAI, on a l'origine géographique des patients qui sont dans des institutions médico-éducatives du Languedoc-Roussillon. Et vous voyez qu'une part très importante de ces patients, en particulier en Lozère et plus spécifiquement au Clos-du-Nid, viennent de régions parisiennes, de la région de Lyon et de la région de Marseille. Et donc probablement que cette idée de lutter contre l'éloignement des patients a plutôt concerné des patients avec des maladies mentales, mais que les patients qui avaient des désordres de l'intelligence ont continué à être déplacés dans des structures spécialisées. Je vous remercie de votre attention et puis si vous voulez qu'on prenne quelques minutes pour clarifier certains points ou que je réponde à des questions, c'est volontiers. Merci beaucoup. La séparation entre la neuropsychiatrie et la psychiatrie, parce que pendant très longtemps, on n'a pas parlé vraiment de pédopsychiatre. C'est très tard les pédopsychiatries, hein. On était tous neuropsychiatres. Moi, je suis retraitée, je suis neuropsychiatre, alors que je n'ai aucune qualification véritablement en neurologie. Je suis essentiellement qualifiée en psychiatrie et très très tôt, on a fait quand même cette part entre ce qui était neurologique et ce qui était psychiatrique, mental et physique. Oui, alors c'est une histoire, si vous voulez, je peux le clarifier, mais sur ce, peut-être sur ce graphique, enfin sur ce tableau, on voit un peu en fait, il y a eu en 1968 la loi Edgar Faure qui a séparé la neuropsychiatrie en neurologie et psychiatrie. Oui. Et donc, après cette période-là, les personnes étaient soit psychiatres, soit neurologues. Oui. Avant cette période-là, il y avait 2 types de personnes qui avaient des activités en psychiatrie, soit des personnes comme vous qui ont passé l'internat et donc qui étaient neuropsychiatres, Voilà, c'est soit ça, des oui. personnes qui étaient médecins des hôpitaux psychiatriques et qui, eux, principalement avaient une activité dans le milieu asilaire. Mais les médecins des hôpitaux psychiatriques étaient neuropsychiatres, hein. Et il y avait certains, effectivement, Non, mais jusqu'à ma génération, hein.
Oui. Oui, certainement, et c'était le cas à Montpellier, par exemple, hein, puisque le professeur Vizier, le professeur Ossius avaient effectivement des formations de neuropsychiatres. Oui, 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 oui. Et en plus, tous ceux que vous citez là, qui sont en fait mes collègues, parce que je suis de ces années-là, ont été influencés par la psychanalyse. Oui, alors le développement de la thérapie psychanalytique a été un marqueur très, très important de la révolution, pédopsychiatrique, mais il y a d'autres, changements, je pense, sociaux comme mai 68, hein. C'est Oui, cette idée de renverser l'autorité des anciens maîtres, de faire quelque chose de nouveau. Les traces laissées par la Seconde Guerre mondiale et les représentations qu'il y avait autour de l'enfermement, les traces des camps de concentration qui pouvait rappeler aussi ces institutions asilaires. On pense au livre d'Erving Goffman sur les institutions totalitaires. Et puis, beaucoup de transformations qu'il y a eu aussi sur le plan intellectuel. Alors, c'est quelque chose que je ne vais pas trop détailler, mais ce que les épistémologues appellent le postmodernisme, c'est-à-dire une manière aussi d'appréhender les questions avec des concepts qui sont euh, indéterminés, qui vont être plus malléables, que chacun va pouvoir s'approprier d'une manière un peu originale, qui n'était pas tout à fait la manière de créer des concepts pendant la neuropsychiatrie infantile. Et c'est tous ces facteurs-là qui vont participer à cette transformation très importante qu'il y a eu de la pédopsychiatrie euh, dans les pratiques et dans les savoirs. oui. Alors, le problème, c'est de faire en sorte que maintenant, on a dans la société en général, on a tendance à faire un diagnostic sur un symptôme. Or, nous, on ne fait pas de diagnostic sur un symptôme. Quand je dis nous, c'est ma formation psychanalytique. C'est-à-dire que, en fait, on fait un diagnostic sur une structure, mais pas sur un symptôme. Et les Américains ont tendance effectivement à mettre en avant les symptômes, qui fait que dans leur thérapie, ils ont des thérapies de symptômes, c'est-à-dire c'est les schizophrènes, ils vont leur apprendre à se débrouiller dans un appartement tout seul, parce que la symptomatologie, c'est qu'ils ont du mal à se débrouiller tout seuls. On va leur apprendre à se débrouiller seuls dans un appartement, alors qu'ils n'en sont pas capables habituellement. Donc c'est des traitements de symptômes et pas de la structure. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites et vous m'avez convaincu que vous faites toute bien partie de cette génération puisque c'est tout à fait le type d'informations qui ont été transmises sur les entretiens. C'est un point que j'ai pas tout à fait détaillé, les pratiques de soins, mais c'est vrai qu'il y a effectivement cette critique qui est faite sur la neuropsychiatrie infantile où, le symptôme va être exclusivement, envisagé sous la forme d'un déficit, alors que pendant la révolution pédopsychiatrique, les praticiens vont mettre en avant le fait qu'ils vont plutôt identifier des mécanismes psychopathologiques qui sont accessibles parce qu'on a eu une formation psychanalytique, ce qui donne une évaluation du signe, du symptôme qui est radicalement différent. Vous l'avez très bien illustré. Il y a aussi un point que vous avez montré, c'est cette volonté de se distinguer des pratiques américaines qui, moi, c'était quelque chose dont j'avais pas tout à fait conscience, mais qui est quelque chose qui était très, très marqué pendant la révolution pédopsychiatrique. Je dis que ça m'a surpris parce que à la fois la génération, la culture jeune valorisait énormément la culture américaine. On voit que les rêveries des patients et des psychiatres sont autour de fumer des cigarettes avec des grosses voitures. Mais pourtant, il y a un discours et le cinéma, mais pourtant, le discours est très anti-américain en ce qui concerne la psychiatrie. C'est-à-dire que, on veut, absolument créer des, classifications alternatives, on veut se démarquer dans les démarches. Ça, c'était un mouvement qui était très puissant et qui a été très créatif dans la psychiatrie, française. Donc je reprends quelques éléments de votre prise de parole pour voir que c'était vraiment quelque chose qui était très, très fort dans les entretiens qu'on a pu analyser, ce que vous soulignez. De même que, on peut tout à fait avoir des symptômes hystériques ou des symptômes obsessionnels sans être obsessionnel et sans être hystérique, parce que les symptômes ne font pas le diagnostic. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un symptôme obsessionnel n'est pas forcément un obsessionnel dans la réalité de la vie, Oui. ni dans sa façon de se fonctionner.
Oui. mais Alors ça structure. je Parce pense qu'on que a les tendance personnes à qui ont traiter pas les de gens de paranoïaques, d'hystériques ou d'obsessionnels sur des symptômes, ce qui est complètement, aberrant. Alors, les personnes dans la salle qui ont pas une formation de psychiatre, je pense que c'est la plupart doivent être même et c'est peut-être leur surprise est éclairante parce que il va y avoir quelque chose qui va être une recherche de complexité pendant la révolution pédopsychiatrique. Alors que la pratique des neuropsychiatres peut être vue comme étant une pratique qui peut être vue comme étant, simple. En tout cas, c'est une des critiques que porte la révolution pédopsychiatrique sur la neuropsychiatrie infantile. Cela dit, la question de la complexité qu'il y a eu dans l'évaluation clinique, il y a aussi des points qui, avec le recul, ont pu être, un peu critiqués par même des personnes qui ont été acteurs de la révolution pédopsychiatrique. Par exemple, dans certains entretiens, les pédopsychiatres se souviennent qu'ils manipulaient des, concepts psychanalytiques qui étaient très complexes et dont ils envisageaient pas toujours les contours. Ils se souviennent, avec, rictus parfois dans les entretiens, d'avoir assisté à des conférences où a posteriori, ils réalisent qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce dont on parlait ou que ils acceptaient que ça pouvait être sujet à des interprétations tellement, enfin, le discours était tellement indéterminé que ça pouvait laisser des interprétations très très variées. Mais là aussi, on voit la trace du post-modernisme par rapport à ça. C'est que alors que les neuropsychiatres considéraient qu'un bon concept, c'est un concept qui est clair, qui est mesurable, la révolution pédopsychiatrique considérait qu'un bon concept, c'est un concept qui est suffisamment flou pour que chacun puisse se l'approprier individuellement et le faire agir dans sa pratique clinique. Donc, on voit ces transformations épistémiques qu'il y a eu dans l'histoire de la pédopsychiatrie. C'est pour ça que c'est un sujet que je trouve passionnant. Mais ce flou a donné un peu, à boire à la psychanalyse, hein. Parce que bon, il y a des états limites, quand on ne sait pas faire de diagnostic, on dit état limite parce qu'on ne sait pas faire le diagnostic. Alors je sais pas, la question des états limites est un peu plus, non, je saurais pas trop me prononcer là-dessus. C'est pas un point qui a été tellement, oui, parce que vous parliez des structures, avant et c'est ça qu'on appelle état limite. C'est-à-dire que l'idée de la psychanalyse, c'est que dans l'analyse qu'on va faire des processus psychique du patient, et donc des enfants et des adolescents, il va y avoir 2 grands types de structures, névrose et psychose, et qu'il peut y avoir des situations intermédiaires qui vont être dites limites, où il va y avoir à la fois des éléments qui empruntent au registre de la névrose et des éléments qui empruntent au registre de la psychose. Mais il y a aussi dans la tradition, française voilà, d'autres catégories qui vont être forgées et qui vont être très spécifiquement françaises, comme les questions de disharmonie psychotique, évolutive, instrumentale, et cetera. J'aurais une question, ça sera une question d'archiviste. Vous avez montré des documents, notamment sur des enfants qui, étaient entrés dans, le système judiciaire. Comment se positionnait la justice par rapport aux analyses? Hormis, on va dire, le discernement. Mais est-ce que justice et médecine travaillaient de pair? Ou est-ce que chacun faisait, son travail dans son coin, en fait? Ah ouais, c'est une excellente question et c'est vrai oui, parce on voit que les psychiatres, se prononcent sur la question du discernement. Sur des questions d'orientation, mais qui vont au-delà de questions d'orientation. C'est même par exemple, la question de est-ce on décide une liberté surveillée ou un placement en maison de correction. Ces observations psychiatriques, elles vont être reprises par les directeurs des centres d'observation des mineurs et de triage, souvent in extenso. Hem La question que vous posez, qui est une excellente question, je ne vais pas avoir une réponse, assurée sur ce plan-là, c'est s'il y a des discordances entre la manière dont le juge, j'ai tendance à enfin, disons que ces évaluations, je pense qu'elles ont quand même une autorité importante sur l'évaluation judiciaire. Quelque part, l'évaluation que font les centres d'observation pour mineurs et de triage, c'est d'amener des arguments au juge pour prendre une décision et je ne crois pas que lors des audiences, il en ait beaucoup de sources pour prendre ses décisions. Donc je pense qu'il y a quand même ça doit avoir quand même un poids important, mais il doit y avoir des situations discordantes, oui. On sent vraiment un impact, en tout cas, sur, l'avenir de l'enfant.
posée par le diagnostic. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès qu'on dit d'un enfant, il ne pourra pas se consacrer à l'artisanat, par exemple, c'est clairement une orientation de vie qui est posée par le médecin et que le juge va certainement suivre. Et je ne sais pas si, au niveau institutionnel, c'était conscientisé. C'est-à-dire que la justice avait conscience que l'orientation et l'avenir de l'enfant étaient impactés par le diagnostic. Je me pose juste la question. Alors, c'est une très bonne question. Je veux pas la diluer, mais ça fait encore partie des missions des pédopsychiatres d'intervenir sur des questions. Enfin, il y a tout un tas d'orientations scolaires et professionnelles dans lesquelles qui nécessitent une évaluation par la MDPH qui est argumentée par un certificat médical. Donc, ça fait encore partie des pratiques pédopsychiatriques. C'est aussi en ce sens-là où la pédopsychiatrie contemporaine ressemble beaucoup à la neuropsychiatrie, puisque c'était des positions que les psychiatres de la révolution pédopsychiatrique avaient tendance à vouloir moins prendre. Le point que vous soulevez est important. C'est vrai et puis ça va même au-delà, hein, c'est-à-dire qu'on voit que c'est sur des questions d'orientation professionnelle, sur des éléments qui sont très très précis pour l'enfant, qui vont avoir des enjeux importants. De toute façon, c'est des décisions même pour des mineurs qui n'ont pas eu d'observation pédopsychiatrique ou même qui n'ont pas eu d'observation psychologique. Le dispositif de l'éducation surveillée va intervenir dans les choix, les décisions d'orientation et de formation professionnelle. De toute façon, ça va pas être le mineur qui va être actif sur ce type de choix, quoi qu'il en soit. Mais on voit que le psychiatre intervient fortement par rapport à ça, et en particulier pour les enfants avec des difficultés scolaires, hein, ou les questions d'orientation. On voyait que le binet Simon avait déjà été développé pour trier anormaux d'asile, anormaux pour les classes de perfectionnement qui avaient été nouvellement créées en 1907. Et puis on voit que des pédopsychiatres vont encore intervenir pour tout un tas de décisions d'orientation sur des structures, sur des classes, etc. Qui est à nouveau une mission très importante des pédopsychiatres à l'heure actuelle. Oui, et qui est sans doute aujourd'hui beaucoup plus mesurée par les institutions, en tout cas, elle est plus organisée, plus encadrée. Voilà, ce qui me frappait simplement, c'est de me dire que, par exemple, aujourd'hui, pour un vol, on n'a clairement pas un suivi parce que le vol dépendait des assises et plus du tout aujourd'hui. Donc pour certains crimes, voilà, pour les crimes vraiment, donc il y a une évolution aussi, à mon avis, des diagnostics de la médecine par rapport au code pénal, à l'évolution du code pénal. Et ce qui a été le crime et qui ne l'est plus, ou ce qui ne l'était pas et qui l'est devenu. Mais peut-être que je le pressens, je peux pas l'affirmer vraiment. Oui, certainement. Et je dois avouer que finalement, c'est probablement la période contemporaine que je connais le moins sur ces questions judiciaires. Disons que je me suis vraiment intéressé sur cette période, la place des psychiatres pendant cette période de la neuropsychiatrie infantile. Et autant je perçois bien l'évolution qu'il y a eu avec la révolution pédopsychiatrique, autant la période actuelle est moins claire dans mon esprit. Donc je peux pas répondre tout à fait à votre question. Mais merci. D'autres questions? Bien, un grand merci. Et merci à vous. Merci à tous.